Bonsoir et bienvenue, nous voilà de retour et je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Ils sont venus, ils sont tous là, ils vous attendent de pied ferme. Ce sont nos clubistes, historiens, journalistes, dessinateurs qui vont ausculter l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, l'exécutif enclenche la marche arrière sur les ZFE, le travail le 1er mai ou la lutte contre l'antisémitisme. Le gouvernement a dû reculer cette semaine sur 3 fronts, faute de soutien suffisant. Quand je vois que le gouvernement recule, cède, je me dis mais quand même tout ça pour ça, quelle impuissance ce gouvernement. C'est des nuls, ils font marche arrière, il a peur de son ombre, le pauvre Le Cornu. Alors à 1 an de la présidentielle, le gouvernement Le Cornu peut-il encore réformer ou est-il condamné à l'immobilisme? Et pourquoi autant de candidatures rivales au sein d'un socle commun, de moins en moins commun et de plus en plus divisé? On en débattra. Puis notre invité de la semaine nous emmènera au pays des TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs que vit Lucie Morel, ces actes irrépressibles, synonymes d'angoisse et dont elle a fait une BD lumineuse. Et dans son histoire de la semaine, Alix Van Pay, elle reviendra sur la dérive d'un rappeur américain devenu aussi sulfureux qu'infréquentable. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver Marjorie Eldesson. Bienvenue à vous. Et Frédéric Seyss, évidemment. C'est bien moi. Oui, bonsoir Renaud. Oui. Mais je vous ai déjà vu quelque part. Bienvenue à tous les deux. Et voici nos amis invités de ce soir. Bonsoir Noémie Alioua. Ravi de vous retrouver, essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif Encyclopédie des euphémismes contemporains, publié aux éditions du CERF. Bienvenue à vous, à vos côtés Pierre Jacquemin. Bonsoir Pierre, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis, dont la une apparaît à l'écran. Et non, encore ouais. Mais vous êtes toujours le bienvenu, Pascal Blanchard. Vous êtes un peu plaisir, chez vous ici, hein, bonsoir, bonsoir. Bienvenue Pascal Blanchard, historien. Je rappelle le 7248e ouvrage que vous avez dirigé avec Nicolas Bancel, paru aux éditions Philippe Ray. François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la France-Afrique. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, il y a notre ami Pascal Gros. Salut Pascal. Bonsoir Renaud. Ça va Pascal? Ça va très bien. Bienvenue Pascal. Je rappelle que vous dessinez notamment pour l'Humanité. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est une crise d'une ampleur inédite qui ébranle une prestigieuse maison d'édition française. Oui, c'est un peu un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'éviction d'Olivier Nora, le très respecté patron des éditions Grasset, provoque l'exode de grands noms de la littérature. Virginie Despentes, Sorge Chalandon, Frédéric Becbédé, en tout 170 écrivains annoncent qu'ils quittent Grasset, un départ collectif pour protester, je cite, contre l'autoritarisme de Vincent Bolloré. C'est le milliardaire ultra-conservateur qui détient la maison d'édition. Écoutez, l'essayiste Pascal Bruckner, c'est un historique de chez Grasset. Vincent Bolloré, c'est le Trump de l'édition. Nous avons affaire à un milliardaire, un but de sa personne, grossier, qui s'enrobe dans les voiles de Jésus, mais qui simplement manifeste sa volonté de puissance et qui après a tué une maison d'édition plutôt que de veiller à sa viabilité. Et de fait, c'est un proche de Vincent Bolloré qui a été nommé à la tête de la maison d'édition. Pascal Blanchard, pour vous, cette révolte des auteurs, c'est un épiphénomène très parisien ou bien c'est un vrai danger pour la liberté de penser en France? C'est les deux. C'est un peu un phénomène très parisien et c'est aussi quelque chose qui est un vrai combat si on veut garder pour la liberté de penser la liberté. Je tiens quand même à dire qu'on a déjà vécu ça avec Fayard il y a quelque temps. J'étais un auteur de Fayard. Une autre édition qui appartient aussi au groupe Hachette détenu par Vincent Bolloré. À peu près exactement la même chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, Fayard a changé idéologiquement, on a mis quelqu'un à sa tête, on a éjecté la personne qui était pour quelque part fabriquer une petite machine de guerre idéologique. Et là, en fin de compte, comme il a tous les pouvoirs, il fait exactement la même chose. Ce qu'il y a derrière, c'est que bien sûr qu'un propriétaire peut faire ce qu'il veut. Mais là, c'est pas ça le sujet. C'est pas qu'un propriétaire peut faire ce qu'il veut, c'est qu'il est en train de fabriquer là aussi une machine de guerre idéologique, en considérant que l'édition, ce n'est pas publier des auteurs, c'est de les utiliser pour défendre des idées politiques. Comme il l'a fait dans ses sociétés de communication, comme il l'a fait dans ses sociétés d'audiovisuel, comme il va le faire avec les autres maisons d'édition qu'il a achetées. En fin de compte, oui, là, il y a un vrai débat qui se pose. Est-ce qu'il est possible de tout faire et de faire n'importe quoi? Et je trouve que c'est très bien que ces auteurs se soient levés, parce que ça fait prendre conscience à tout le monde de comment, petit à petit, nos libertés commencent à être grignotées. Parce que ça peut paraître très abstrait. Là, c'est très concret. Vous le voyez, sur les auteurs de toute opinion politique. En plus. Je trouve que c'est ça qui est très important. Le débat n'est pas d'imaginer qu'un propriétaire ne peut pas avoir des idées politiques. Le débat qu'on doit avoir, c'est que la liberté de la presse, comme des médias, comme de l'audiovisuel, doit être préservée à chaque instant et que c'est un combat.
Noémie Alioua, en même temps, on le disait, Vincent Bolloré est propriétaire de ce groupe. Après tout, le patron, le propriétaire, il fait ce qu'il veut. On a tendance à l'oublier, mais vous savez, une maison d'édition, c'est une entreprise comme une autre. Lorsque vous êtes un auteur, j'ai écrit 3 livres également. Lorsque vous êtes un auteur et que vous ne vendez pas, on ne vous propose pas de republier un livre, quand bien même vous considérez que vous êtes la star de l'édition. La maison d'édition doit vendre, et je crois que ce qui compte, au fond, c'est ce que choisit le lecteur. C'est lui qui va déterminer ce qu'il a envie ou non. Donc là, il met en péril de cette lire. maison d'édition, puisque 170 auteurs, dont certains qui vendent beaucoup. C'est 170 auteurs sur des milliers d'auteurs. Je crois qu'il y a plusieurs enjeux, au fond. Il y a d'abord la question, effectivement, de la fidélité à Olivier Nora. Parce qu'Olivier Nora, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des éditeurs les plus respectés de la place de Paris. C'est un éditeur qui a fait confiance à beaucoup d'auteurs qui aujourd'hui sont des auteurs reconnus. Il a créé la marque Grasset, il l'a développée, il a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et finalement, le départ d'Olivier Nora, c'est ce qui crispe aussi un certain nombre d'auteurs. Et en dehors de cette affaire-là, c'est la question de la bataille culturelle. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la question de la bataille culturelle n'arrive pas avec Vincent Bolloré. On n'est pas des lapins de 3 semaines ici. On sait très bien que la bataille culturelle s'est déjà enclenchée bien avant et en dehors de la figure de Vincent Bolloré. C'est un conservateur, il l'affirme comme tel, il se définit, lui, comme effectivement étant dans une idéologie, et il utilise son idéologie, il essaie de la développer dans la société, mais encore une fois, il y a d'autres milliardaires qui sont engagés sur le même terrain, et il y a une guerre qui se mène déjà, et ça a été théorisé par Antonio Gramsci, etc., dans l'entre-deux-guerres. Donc ce n'est pas simplement Vincent Bolloré qui mène cette guerre idéologique, c'est au fond tous les partisans de toutes les sensibilités politiques. Et d'ailleurs, cette fronde des écrivains a été soutenue par plusieurs personnalités politiques, de Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure, en passant par Dominique de Villepin ou Bernard Cazeneuve qui parle d'une purge. Et puis Emmanuel Macron a été interrogé ce matin en marge du Festival du Livre à Paris. Il a pris position, il a donné en tout cas son sentiment. En France, dit-il, on reste attaché à tout ce qui fait notre force, la liberté des auteurs, la qualité, le rôle de l'éditeur. C'est très important, dit le président, d'exprimer et de défendre ce pluralisme. Et puis Emmanuel Macron se dit aussi prêt à réfléchir à une clause de conscience pour les auteurs. Pierre Jacquemin, il faut expliquer ce que c'est qu'une clause de conscience. Ça existe déjà pour les journalistes, mais pas pour les écrivains. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense... les 170 écrivains qui ont quitté Grasset plaident aussi la possibilité de mieux encadrer justement les contrats qui sont ceux des auteurs. Et alors, des indemnités qui sont versées en cas de changement éditorial radical. Exactement. Et je pense qu'il s'agirait effectivement de légiférer, ou en tout cas de mieux encadrer justement la possibilité pour les auteurs de quitter une maison d'édition sans avoir des avocats, à payer des frais, ou y compris d'ailleurs d'avoir aussi la main sur ces droits d'auteur. La propriété de leurs œuvres. Exactement. Mais je trouve que c'est très bien 170 écrivains qui quittent Grasset, c'est un gros coup, et je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a aussi plein de petits auteurs qu'on ne connaît pas, qui sont partis de chez Grasset depuis longtemps pour des accords aussi, et dont on a acheté le silence. C'est-à-dire que j'ai appelé suite à Grasset des auteurs qui étaient connus chez Grasset et qui me disent je ne peux pas parler parce que j'ai signé un contrat avec Grasset qui m'interdit de critiquer Bolloré. Donc il y a un problème, c'est que vous avez... Je ne suis pas d'accord quand vous dites que l'édition, c'est une entreprise comme une autre. Non, que ce soit la presse ou que ce soit l'édition, ce ne sont pas des entreprises comme les autres, et précisément parce qu'il détient toute la chaîne. C'est-à-dire que vous dites que c'est le consommateur qui choisit son livre, mais Bolloré, c'est aussi la diffusion, c'est aussi la création, et la diffusion, c'est ce que vous voyez sur les étangs. Le relayage dans les gares. C'est la bataille culturelle. Elle se mène aussi par la bataille de la visibilité. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez les relais qui sont la propriété de M. Bolloré. Donc c'est tout ça qui ne va pas. Et moi, je suis d'accord quand j'entends M. Macron, Emmanuel Macron, dire qu'il faut plaider pour le pluralisme. Mais que fait-il ? Je veux dire, on a l'impression qu'il y a une impuissance politique à réguler 5 personnes, 3 quarts des acteurs de l'édition, c'est 5 personnes. Je crois que vous ne faites pas confiance à l'intelligence humaine. Croyez-moi que les gens ne sont pas là à être abreuvés d'idéologie sans avoir d'esprit critique. Ils sont capables de déterminer eux-mêmes ce qu'ils pensent, et s'ils décident d'acheter par centaines de milliers, par exemple, les livres de Nicolas Sarkozy ou de Jordan Bardella ou que sais-je, c'est qu'il y a une adhésion à certaines idées, et ensuite c'est le consommateur, c'est le lecteur, c'est le téléspectateur qui décide. Il a un esprit critique, il n'est pas complètement abruti, il sait exactement, il a un esprit critique, il sait ce qui pourrait... Un mot de Pascal Blanchard, un mot, promettez-moi pas plus. J'ai dit un mot, c'est que c'est aussi l'édition un enjeu économique. Tu ne peux pas uniquement regarder le débat. À partir du moment où quelqu'un possède tout et écrase donc le reste, et lancer un livre, c'est pas collectif. Achète, pardon, mais c'est quand même le premier contrat de l'éducation nationale. Du pluralisme, les amis, mais il faut vraiment qu'on avance. Pascal, ça donne quoi alors ? Certains s'en vont et puis d'autres sont accueillis chez Grasset. Alors bienvenue, installez-vous où vous voulez.
Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci Pascal Gros. Frédéric, votre duel de la semaine oppose The King and the Pope. Ah oui, à ma gauche, Renaud, le pape Léon XIV, 70 ans. À ma droite, le président américain Donald Trump, 79 ans. Alors on se souvient du mantra de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Eh bien, des années après, son lointain successeur au Vatican, Léon XIV, a quelque peu changé la formule. « Je n'ai pas peur ». Voilà ce qu'il dit cette semaine à propos d'un certain Donald Trump. I have no fear of neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe I am called to do, what the church is called to do. We're not politicians. Une réponse aux attaques violentes cette semaine de Donald Trump contre le souverain pontife, coupable aux yeux du président américain de ne pas avoir soutenu la guerre en Iran. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. Voilà, ça s'est dit, et sur son réseau social, Donald Trump est même allé encore plus loin. Il a publié cette image, une sorte d'iconographie religieuse où Trump est présenté en sauveur christique, sous-entendu, le pape, c'est moi. Image qui a fait un tollé, y compris aux États-Unis, à tel point que Donald Trump l'a ensuite supprimé. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il mélange la religion et la politique. Regardez cette scène assez incroyable. Le 5 mars dernier, on est dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Donald Trump entouré de pasteurs évangéliques, prière collective pour la réussite des opérations militaires américaines. Une prière pour la guerre, voilà qui n'a pas plu à Léon XIV. Écoutez ces mots au cours de la messe du dimanche des Rameaux. Il ne cite pas Donald Trump, mais l'allusion est assez claire. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. Une prière, les mains pleines de sang, dit le pape. Alors deviendrait-il le premier adversaire du président américain? Après tout, le pape est aussi un chef d'État, un chef du Vatican, qui a des relations diplomatiques avec plus de 180 pays. Il parle à tout le monde, en quelque sorte. Et puis, contrairement aux autres États, le Vatican craint assez peu les rétorsions commerciales de Donald Trump. Il n'exporte pas grand-chose, sinon des idées spirituelles, ce qui est assez peu soumis aux droits de douane, évidemment. Sur le plan des idées, justement, Léon XIV n'a de cesse de défendre le droit international, là où Donald Trump fait l'éloge du rapport de force. Pierre Jacquemin, on a l'impression que le pape est en train de se transformer en opposant numéro 1 à Donald Trump. Il faut voir que même Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui d'habitude était assez alignée sur le président américain, a pris ses distances sur ses colibés à l'égard du pape. Oui, c'est assez amusant de voir qu'effectivement, cet international réactionnaire finit par se dissoudre aussi par des conflits comme ceux-là où Donald Trump, s'estimant comme étant supérieur au pape, puisqu'il s'estime lui-même être le Dieu sur terre, le Dieu vivant que personne ne peut contester. Il y a là effectivement une mise en scène finalement de deux chefs d'État, l'un qui incarne une forme d'universalisme chrétien et l'autre qui incarne un nationalisme identitaire. Et je pense que Trump s'est fait avoir parce qu'il a là face à lui un vrai chef d'État qui parle de solidarité, qui parle d'accueil des migrants, qui parle de capitalisme totalement délirant, et en face de lui, il a quelqu'un qui joue sur des codes de la communication, et il va en plus taper un chef d'État dont on sait qu'une grande partie de son peuple en plus est en soutien du pape, c'est-à-dire qu'y compris il y a beaucoup de ses électeurs qui vont pas du tout apprécier la séquence, donc c'est plutôt une très mauvaise séquence pour Donald Trump, mais c'est ce sentiment de surpuissance sur le monde entier qu'il a qui le dessert aujourd'hui. Noémie Alioua, on a même vu le vice-président américain, J.D. Vance, inviter Donald Trump à être prudent, on va dire, en matière de théologie. Oui, mais le soutenir quand même dans ses actions et le soutenir oui. dans sa grande guerre qui est menée contre le régime iranien. J.D. Vance, qui lui-même, vous le savez, est très pratiquant. Il s'est converti lui-même assez récemment, en il y a quelques 2019, années. exactement. Et il cite d'ailleurs souvent des passages de la Bible dans ses discours. On est quand même très content en France d'avoir une forme de laïcité qui permet quand même la distinction entre le politique et le religieux, parce que c'est un alliage qui est très difficile. Là, on voit bien que le pape s'exprime au nom des fidèles, au nom de sa position de pape, mais qui prend des positions politiques et idéologiques. Et donc, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des réponses de la part du président des États-Unis. Lorsque vous êtes un chef d'État
y compris en plus d'un chef religieux, et que vous considérez qu'une guerre qui est menée par les États-Unis contre un régime parce qu'il est sur le point d'obtenir la bombe atomique, etc., c'est illégitime, vous pouvez attendre en surpris retour. si le pape disait, soutenait Bien une sûr, guerre. le On n'a Vatican, jamais c'est la entendu diplomatie, le pape etc. soutenir une Mais guerre, ouais. il y a une position politique qui est prise et une réponse sans aucun doute excessive et complètement illuminée aussi de Donald Trump. Mais on est sur un débat politique qui est aussi initié par le pape et qui attend aussi des réponses. En de la tout part cas, du vous le président disiez, américain. c'est pas facile pour un chef d'État de mélanger politique et religion, n'est-ce pas, Pascal? La preuve? Oui, la preuve, Trump se prend pour Jésus. Il a essayé de marcher sur le détroit d'Ormuz. Eh oui, pas fastoche. Merci Pascal, c'est l'heure de la une internationale. C'était sur CBC News, un journal numérique canadien. Nous étions une famille comme les autres, mais tout a basculé. D'Ukraine en Iran, l'actualité déborde de guerre. Et celle-ci a repris il y a 3 ans. C'est la guerre dont on ne parle pas, celle du Soudan, une crise abandonnée, comme le déplore l'ONU, un cauchemar selon son secrétaire général Antonio Guterres. 12 millions de personnes déplacées, plus de 20 millions confrontés à une famine aiguë. Alors Pascal Blanchard, pourquoi est-ce que la communauté internationale, d'une part les dirigeants bien sûr, mais aussi les opinions publiques d'ailleurs, regardent ailleurs? Parce que c'est une zone de combat depuis très longtemps. C'est un territoire qui a été coupé en deux suite aux indépendances de décolonisation qu'a fabriqué le Soudan Sud et le Soudan Nord. Parce qu'il n'y a pas forcément un grand enjeu entre les nations. Il y a un enjeu avec le sous-sol qui intéresse tout le monde. Donc tout le monde ferme les yeux parce que ça arrange tout le monde. Que personne n'a envie de mettre son doigt dans un conflit qui est extrêmement compliqué. Dont on sait en plus que les voisins ne sont pas si neutres que ça, notamment l'Éthiopie et au-dessus l'Égypte, où on sait que c'est une zone en fait de tampon entre deux puissances qui rentreront bientôt en guerre pour des problèmes d'eau. Ça n'arrange personne d'y mettre le regard. Deuxièmement, c'est une partie de l'Afrique, à chaque fois où il y a eu des grands drames, rappelez-vous les grandes famines en Éthiopie, où les caméras se posent rarement sur ces parties-là du monde. C'est une vieille habitude. Et puis troisièmement, c'est un conflit où à peu près personne ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Vieille colonie anglo-égyptienne. On ne sait pas trop pourquoi le Nord et le Sud s'entretuent. On croit comprendre qu'il y a en fait une sorte de débat territorial, mais aussi un débat ethnique avec des populations plutôt arabes, avec des populations plutôt africaines. Mais en fin de compte, le conflit n'est pas net, n'est pas clair. Donc les gens ne savent pas comment se positionner. Et en fin de compte, les médias sont très peu concernés avec tous les autres conflits dans le monde qui sont beaucoup plus décryptables ou beaucoup plus politiques ou beaucoup plus spécifiques à analyser que celui-là, qui est en fait un conflit dont on ne sait pas pourquoi il existe. Ça, il y a une autre région du monde, hein. Le Congo est à peu près du même type. C'est une zone où on n'arrive pas à comprendre ces conflits permanents. Vous dites on ne comprend pas Pascal Blanchard, mais Noémie Alioua, il y a quand même une conférence internationale à Berlin qui a réussi à lever de promesses 1,3 milliard d'euros. Est-ce que ça sert à quelque chose, sachant que c'est des promesses? Ça sert à quelque chose, mais enfin, c'est pas suffisant. Et je vais peut-être être un petit peu plus sévère que vous, Pascal. Je crois que si ces morts n'intéressent personne, c'est parce que effectivement, ils ne sont pas récupérables politiquement. Il n'y a pas de grande manifestation aujourd'hui pour les Soudanais. Il n'y a pas de une de la presse internationale ou de la presse nationale régulièrement pour soutenir le peuple soudanais qui est en train d'être massacré. Des millions de déplacés, une souffrance immense. Qui s'intéresse à ces personnes? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisamment mis sur la table par les médias, sur les réseaux sociaux, par les gens? Parce qu'on ne peut pas l'instrumentaliser politiquement. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour ou contre Israël, pour ou contre Donald Trump, pour ou contre le régime iranien. Ça ne peut pas rentrer dans un logiciel qui aujourd'hui agite les grands débats idéologiques en Occident. C'est pour ça que c'était important qu'on en parle une fois de plus ce soir sur le plateau de 28 minutes. Un dessin de Pascal Gros. Oui, sur la guerre au Soudan, il y a des drones également qui touchent aussi les civils. Merci Pascal. Frédéric, un autre dossier d'actualité de la semaine. Celui-ci, il a trait à la politique française. C'est l'état de santé assez préoccupant du socle commun. Alors rappelons que le socle commun, c'est supposé rassembler le centre et la droite LR. Sauf que ce socle commun n'est plus vraiment un socle et n'a plus grand-chose de commun. Et d'ailleurs, si vous avez passé une mauvaise semaine, vous pouvez vous consoler en pensant à celle de Sébastien Lecornu et de sa majorité qui ont accumulé les reculs. On peut citer le recul sur la loi du travail du 1er mai, également pas d'examen de la loi Yadan sur l'antisémitisme, abandon des zones à faible émission qui était l'un des marqueurs du premier mandat d'Emmanuel Macron sur l'écologie. Et pendant ce temps, les ambitions personnelles s'affirment toujours plus pour la présidentielle. Édouard Philippe, bien sûr, mais aussi Gabriel Attal. Je pense savoir comment il faut présider. Voilà ce qu'il dit en une du magazine Le Point, avec un livre qui sort, l'ancien Premier ministre. Gérald Darmanin se prépare lui aussi. Pierre Jacquemin, qu'est-ce qu'il reste encore de ce qu'on a appelé ce socle commun? Visiblement, pas grand-chose. Mais moi, je ne cesse de m'interroger sur qu'est-ce qu'on va retenir finalement de la Macronie et de ceux qui auront justement participé, œuvré des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, si ce n'est à la fin des fins
des ambitions personnelles, sans socle idéologique, avec pour équation compliquée d'apparaître comme étant neuf tout en n'assumant pas vraiment un héritage. C'est-à-dire que là, ils sont tous en train de se distinguer de l'héritage d'Emmanuel Macron tout en incarnant quelque chose de neuf. C'est le cas de Gabriel Attal, c'est le cas de Gérald Darmanin. Ça va être très très compliqué. Et je trouve que ce qui pêche, et je trouve qu'ils ont fait beaucoup de mal à la politique pour ça, c'est qu'au final, les idées n'existent pas. Et on ne sait pas exactement ce que veut Gabriel Attal, à part vouloir être, pense-t-il, un bon futur président de la République. Donc je trouve qu'ils ont fait beaucoup de mal à la politique. Ils sont arrivés avec une promesse qui était celle de « nous ne serons ni de droite ni de gauche, mais nous serons et de gauche et de droite ». Ils ont été que de droite. Et la promesse aussi qui était celle de détruire, en tout cas de réduire à néant, l'extrême droite qui est aujourd'hui la plus haute possible. Donc je ne crois pas que ces personnes aujourd'hui puissent être crédibles pour incarner une alternative en tout cas, une alternance à Emmanuel Macron pas, mais en tout cas pas une alternative à Marine Le Pen. Pascal Blanchard, ce bloc central dit vouloir éviter un duel entre Marine Le Pen, enfin en tout cas le RN et Mélenchon, mais on voit qu'avec cette multiplicité des candidatures, il y a quand même un risque d'émiettement. Est-ce qu'au final, on ne va pas de manière de plus en plus certaine vers justement ce duel entre le RN et Mélenchon ? Non. Non, parce que c'est un peu normal qu'une majorité qui a eu 2 présidences de la République, 2 mandats, ait produit beaucoup de candidats potentiels. Non, parce que c'est déjà arrivé en France, à la veille d'une présidentielle, enfin à un an d'une présidentielle, d'avoir beaucoup de gens qui s'excitent parce qu'ils se pensent avoir un destin national. Non, parce que d'une certaine manière, je serais un peu moins critique là-dessus. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des candidats avec des profils différents. Même si on a le droit d'avoir ce regard critique, ils ont des profils, ils ont marqué l'opinion, ils ont été potentiellement Premier ministre pour certains, voire Président de la République si on regarde à gauche. Donc il y a des potentialités de gens qui sont... François Hollande, François Hollande, qui est sur votre image. Donc toutes ces personnes ne sont pas illégitimes dessus. Là où je te rejoins totalement, c'est la grande difficulté pour les Français d'arriver peut-être à décerner quelle va être leur politique. Ou parce qu'ils sont héritiers. On voit la couverture de Marianne qui fait qu'ils ne sont pas les seuls à droite d'y penser. Je pense que tout le monde, en fin de compte, est de la même manière sur la ligne de départ en ce moment. Parce qu'on est à un an d'une présidentielle, rien d'étonnant à ce qui se passe, ça bouge dans tous les sens, et dans 6 mois, on en saura un petit peu plus. Il y a quelqu'un pour qui ça a été un peu douloureux. Oui, Sébastien Lecornu, il appelle, lui, les parlementaires à oublier 2027 et à se concentrer sur ici et maintenant. Messieurs, je vous le dis avec beaucoup de gravité, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Donc n'ayez pas de problème avec ce gouvernement. On va faire tout ce qu'on peut pour faire avancer le pays pendant un an. Voilà, Noémie Ayoua, compte tenu des ambitions présidentielles des uns et des autres, on sent que ça tire dans tous les sens en ce moment dans la majorité. À votre avis, sur cette dernière année de gouvernement, sur quelle priorité doit axer sa politique Sébastien Lecornu ? La priorité, ça aurait dû être depuis le départ l'économie. Ça aurait depuis le début être la dette publique qui est en train d'exploser dans notre pays et qu'on va peut-être devoir léguer à nos enfants et à nos petits-enfants dans l'avenir. Mais vous savez, au-delà des candidatures, au-delà des grandes ambitions personnelles, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au fond, vous avez une Macronie qui est sur un fil et qui tente simplement de survivre pour l'année qui vient. Parce que, dans les urnes, elle a été jugée illégitime. Je vous rappelle qu'au cours des 2 dernières grandes élections, que sont les élections législatives et les élections européennes, la Macronie a subi un revers très douloureux. Donc, quand vous n'avez pas de légitimité démocratique, quand vous êtes aussi marginal à l'Assemblée nationale, vous avez une sorte de majorité très relative, vous ne pouvez pas faire avancer des grands textes de loi. La seule ambition que vous pouvez avoir, c'est simplement essayer de survivre, essayer de passer le temps, essayer d'attendre jusqu'aux prochaines grandes élections présidentielles. Et c'est là que tout va se jouer. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des révolutions dans l'année qui vient. Et malheureusement, certainement pas des révolutions économiques comme celles qu'attendrait le pays. Un dessin de Pascal Gros. Oui, le 1er mai, la question du 1er mai divise les macronistes et on aurait pourtant bien besoin d'un fleuriste ouvert. J'ai une bonne nouvelle pour eux, Pascal Gros, parce que les fleuristes indépendants seront ouverts. Le gouvernement a donné consigne de ne pas verbaliser ceux qui seront ouverts, comme les boulangers indépendants d'ailleurs, donc ils pourront aussi déposer des miettes. Merci Pascal. Marjorie, c'est l'heure de votre point com de la semaine maintenant. Ce soir, je vais vous commander un Big Mac, une grande frite et un coca, comme à la Maison-Blanche. Ah oui, vous allez faire équipe avec Trump, puisque entre la chaîne de burgers et le président américain, c'est une histoire d'amour qui dure. Souvenez-vous, en 2024, en campagne contre Kamala Harris, il s'était rendu dans un McDo. Objectif, servir des frites et surtout faire de la com. Et bien dorénavant, c'est McDonald's qui vient à lui. Ce lundi, le président s'est fait livrer son menu au bureau ovale, vous le voyez. Et comme la Maison-Blanche est un endroit très accessible, Renault est surtout très peu surveillé. Devinez qui a ouvert la porte? Donald Trump lui-même. Alors après s'être emparé des 2 sacs, Donald Trump se lance alors dans une tirade pour vanter ses réformes fiscales, notamment l'abolition des taxes sur les pourboires. Comment? En prenant à témoin la dame qui le livre. Regardez.
They're all your favorites. That's right. These are good. I heard you picked up an extra $11,000. The refund was the biggest you've ever had. Is that a correct statement? It definitely was. Well, Yeah, very it's a surprising. great big beautiful bill. Alors pour conclure son petit numéro, Trump donnera même un pourboire de $100 à la livreuse, une photo immortalisée et immédiatement partagée sur le compte X de la Maison-Blanche. Sur les réseaux, cette mise en scène, évidemment, elle a suscité beaucoup d'ironie. On peut donc sonner à la Maison-Blanche et c'est le président qui vient ouvrir. Quelle simplicité! Certains, en revanche, sont clairement convaincus. Il a effectivement supprimé ces taxes injustes sur les pourboires. C'est bon de le rappeler pour ceux qui ont du mal à comprendre, peut-on lire. Pour d'autres, cette communication, eh bien, elle est tout simplement ratée. Mais quel est le but de tout ça ? Montrer que le rêve américain est une blague, s'interroge cet internaute. Alors en parlant de blague, certains ont fait appel à leur créativité. Voici par exemple une version de la scène revisitée. Vous voyez donc Donald Trump au centre avec son menu. Ou encore un nouvel aménagement architectural de la Maison-Blanche. Vous voyez, c'est un peu coloré, un petit peu plus coloré que d'habitude. Mais l'attention s'est aussi portée sur la livreuse. Était-elle là par hasard ? Pas vraiment. Premier indice, Sharon Simons, c'est son nom, habiterait dans l'Arkansas, soit à plus de 2000 km de Washington. Il va donc exister d'autres livreurs qui habitent sinon, le Big Mac un petit peu froid, plus près. alors, Voilà, je pense qu'il n'a pas mangé chaud, Trump. Alors, celle que les médias présentent comme une grand-mère de 10 petits-enfants serait, pour certains, proche des MAGA. Les internautes ont donc mené l'enquête. Ils ont retrouvé des photos d'elle où elle témoignerait lors d'audiences menées par des républicains pour vanter les mesures, de certaines mesures budgétaires de Trump. D'autres, en revanche, affirment qu'elle serait carrément une actrice payée par la propagande trumpiste. Alors, face au tollé, cette Sharon Simons, elle a dû s'exprimer sur Fox News. Elle affirme avec ironie « Je ne suis pas actrice, mais si je l'étais, je n'aurais probablement pas l'air d'être aussi vieille ». Alors, quoi qu'il en soit, le message, il est passé. Le monde entier est maintenant au courant de cette réforme américaine, donc justement sur la non-imposition des pourboires. Pierre Jacquemin, est-ce que c'est une énième mise en scène ridicule de Donald Trump ou au final, est-ce que c'est un coup de génie politique ? C'est une énième opération de communication, c'est certain. D'ailleurs, ça interroge finalement, quand on a beaucoup parlé de Donald Trump dans cette émission, on s'interroge justement sur cette capacité qu'il a à faire des coups de com' et donc à faire parler de lui et à se poser la question. La preuve, on en parle, vous avez raison, oui, ça marche. Oui, ils ont la force est de constater que ça fait 2 fois qu'on parle de M. Trump sur des coups, parce que c'est le coup avec le pape, et là c'est le coup avec sa livraison. Donc oui, ça marche, évidemment, on en parle, mais où est la politique dans tout ça ? Et c'est ça qui interroge, et c'est aussi une vision de Donald Trump sur l'Amérique, c'est-à-dire que c'est une forme de société qui serait uniforme et qui mangerait tous des McDonald's aux États-Unis. Je veux dire, il y a quelque chose quand même qui est une France, une Amérique un peu fantasmée, c'est-à-dire qu'il ne parle pas au peuple, il parle à son imaginaire, là, Donald Trump. En tout cas, il a de l'appétit, Donald Trump, Pascal Gros. Hein. Oui, quand Trump passe commande, apportez-moi le Venezuela, Cuba, le Groenland, l'Iran et une grande frite. Merci Pascal. Alors mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité que vous vouliez aborder ce soir sur ce plateau. On va commencer avec votre photo, Pascal Blanchard, puisque face à Donald Trump, dont on vient de parler abondamment avec Pierre Jacquemin, eh bien voici de nouveaux amis. Tout à fait. Alors, le ministre des Affaires étrangères russe face à Xi, le roi chinois. Sergueï Lavrov voilà. Et Xi Jinping à Pékin. Et donc, l'histoire nous apprend une chose intéressante, c'est qu'il y a 75 ans, c'était à peu près la même image. Déjà, les Russes et les Chinois passaient à alliance. Et à votre avis, contre qui à l'époque ? Déjà, les Américains. Et toute la justification de cette grande rencontre de 2 peuples qui allaient s'unir, au-delà du communisme, c'était l'ennemi américain qui n'avait qu'une seule ambition à l'époque, c'était détruire l'Asie et détruire ces grandes nations. Et en fait, c'est intéressant parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça. 10 ans plus tard, la Grande Alliance a commencé à s'effriter et les deux ont commencé à être en concurrence sur leurs zones respectives d'influence. Et donc, quand on regarde ça, on se dit toujours qu'une alliance qui ne fonctionne que par rapport à un ennemi commun, en fin de compte, n'est pas si dangereuse qu'on pourrait l'imaginer. Même si derrière ça, il y a quand même une certaine volonté de prendre les forces de l'un et les faiblesses de l'autre pour quelque part dire à l'Occident qu'ils sont maintenant les nouveaux maîtres du monde. Merci Pascal. Noémie Alliot, on va enchaîner avec votre photo et un nouvel acteur dans la région, d'ailleurs du côté dans le sud-est asiatique, qui lui affiche ses nouvelles forces, justement, la Corée du Nord.
alors. Voilà, et surtout l'annonce de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a remarqué que la Corée du Nord développait de façon assez intensive, et je cite de façon très inquiétante, son programme nucléaire. On voit bien qu'il y a une sorte de course à la nucléarisation. Souvenez-vous, il y a quelques temps, c'est l'Arabie Saoudite qui a affirmé aussi qu'ils envisageaient un programme nucléaire militaire. Il y a aussi en Asie, vous avez le Japon, la Corée du Sud, qui sont sous le parapluie nucléaire américain, qui envisagent aussi une indépendance à ce niveau-là. C'est très inquiétant, bien sûr, et ça me fait penser, vous savez, à la formule apocryphe d'Einstein qui dit « Je ne sais pas comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres. Et le nucléaire, pour moi, ça peut être potentiellement la fin du monde. Donc, il faut essayer de sécuriser un maximum ces questions-là. Merci Noémie Alioua. Et on va finir avec votre photo, Pierre Jacquemin. C'est la photo de l'homme qui a terrassé Viktor Orban au bout de 16 ans de pouvoir, donc le nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar. Oui, et je le regarde avec des yeux peut-être un peu trop franco-français, mais c'est vrai qu'évidemment, ça a été un soulagement de voir son élection face à Viktor Orban, après ces 16 années de pouvoir de Viktor Orban. Et je le regarde avec des yeux français parce qu'on s'en est beaucoup félicité, y compris à gauche. La gauche française s'est beaucoup félicité de ça, sans expliquer que si on devait l'analyser à l'aune de la France, c'est comme si c'était Édouard Philippe qui gagnait contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Voire Bruno Retailleau même. Voire Bruno Retailleau, c'est vrai. Et que ça pose la question quand même qu'après 16 ans de pouvoir presque pas une dictature, mais pardon, là où les libertés ont été quand même profondément verrouillées, se poser la question de savoir pourquoi c'est pas la gauche qui a incarné aussi l'espoir ou l'alternance à ce régime Orban. Et j'ose espérer qu'en tout cas la gauche française ne se dit pas notre espoir c'est Retailleau ou Édouard Philippe pour battre l'extrême droite en 2027. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les questions fondamentales que celles des migrants ou celles des minorités, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais ça doit poser la question de qui peut s'imposer face à Pierre Jacquemin. Et le sort de Viktor Orban a inspiré notre ami Pascal Gros. Oui, entre les ingérences russes et les ingérences américaines, Orban avait tout prévu, sauf l'ingérence hongroise. Merci Pascal. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine, la dessinatrice Lucie Morel, qui souffre depuis son enfance de TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs qui traduisent une forme d'angoisse irrépressible. On refait 10 fois la même chose, on range ses affaires exactement de la même façon, on peut répéter aussi la même formule anodine, parfois même presque sans s'en rendre compte, mais toujours pour se rassurer en fait au fond de soi. Et Lucie Morel, vous en avez fait de ces TOC une superbe BD qui est à la fois drôle, sensible, très éclairante aussi. Justement, ça s'appelle Toc Toc. C'est publié aux éditions Même Pas Mal, évidemment. Et pour vous, Lucie Morel, comment ça a commencé, ces troubles obsessionnels compulsifs, ces TOC? Quels sont les tout premiers que vous avez ressentis? Quels ont été les tout premiers symptômes? Vous étiez vraiment enfant à l'époque. Oui, j'étais vraiment petite. Moi, je me souviens d'être extrêmement angoissée, en fait, d'avoir une lucidité sur le fait que, sur la mort, après la mort, etc., très tôt, donc de poser plein de questions. Et j'avais des tics un petit peu donc je faisais ça, par exemple, à table. Le soir, j'éteignais la lumière plusieurs fois. Il fallait que j'ai une bonne impression. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je fais plein de petits trucs, mais ma famille, ma mère s'en rend un petit peu compte. Mais moi, je l'identifie pas comme un TOC. Oui, bien sûr. Vous évoquiez le rapport à la mort, donc très précoce, cette lucidité, cette conscience-là. Ça se traduisait d'ailleurs, vous, par une expression qui était bonne nuit à demain, c'est ça? Tous les soirs, vous répétiez Alors, oui. Donc, voilà, à l'âge-là, fallait qu'on me réponde à demain. Ouais. Donc, j'étais déjà dans un rapport du rituel. Du coup, on me disait à demain, ça voulait dire que personne ne mourrait pendant la nuit. OK. Après, il fallait que j'ai une bonne impression en éteignant la lumière. OK. Après, et en fait, petit à petit, on en crée de plus en plus. Et jusqu'à ce que ça devienne un peu compliqué, handicapant, quoi. Et est-ce que le dessin et donc cette BD, ça a été cathartique ou au contraire, ça a généré beaucoup d'angoisse? Les deux. Les deux. En fait, j'ai fait les Beaux-Arts, donc ça a d'abord été un projet d'exposition, de dessin. Et petit à petit, je me suis dit, il faut que je fasse une BD, que je raconte vraiment mon histoire, qu'il y a une narration. Donc ça a pris 7 ans. Entre le moment où j'ai l'idée, où ma psy me dit vous devriez faire un bouquin, et le moment où il sort. Et en fait, il y a eu des moments où j'ai arrêté parce que mes TOC prenaient le dessus dans ma vie, ça n'allait pas. Et d'écrire noir sur blanc, j'ai peur que ma mère meure, j'ai peur que ma sœur meure. Ça ravivait trop, c'était trop en fait. C'est un peu encore ce truc de mythe de l'artiste. Quand on va trop mal, on peut pas créer. Donc il y a eu vraiment des hauts et des bas. Face à ces TOC, il y a votre thérapeute qui vous dit n'oublie pas.
Lucie, c'est toi la conductrice du bus. Ouais. Ça veut dire quoi, c'est toi la conductrice du bus? Ça, c'est mon psychiatre actuel, qui est trop bien, qui m'a dit qu'on allait faire un exercice en fait vraiment immersif pendant une séance. Et il me disait, en fait, vous allez faire comme si vous conduisiez. Et moi, je vais vous crier plein de trucs dans les oreilles, mais du coup, liés à mes obsessions. Et il me disait, en fait, faut que vous arriviez à ne plus à les entendre, mais à essayer de plus les écouter, ou en tout cas à pas qu'ils vous commandent. Ils sont dans le bus, mais il faut en faire abstraction pour conduire, c'est Ouais. ça l'image. Ouais. Et l'idée, c'est qu'après, si on les écoute pas, au bout d'un moment, ils vont s'endormir et puis ils vont se taire. Et votre album, qui est très original aussi et très éclairant, je le disais, et très instructif, c'est une alternance de copies de photos, Oui. de copies de photos de famille, alors que vous redessinez, que vous habillez, et puis de dessins. Pourquoi ce style, justement, et pourquoi avoir mélangé, à chaque fois ça raconte votre histoire, hein, c'est votre parcours, pourquoi avoir recouru à ces deux méthodes? Comme je disais, j'ai commencé, donc ça a été un projet vraiment évolutif. Il y a eu des expositions, des beaux dessins, entre guillemets, des dessins photographiques. Donc je voulais absolument les mettre dans la bande dessinée. Puis je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire la BD entièrement comme ça, que ça allait pas être possible. Et en fait, en alternant avec l'autre style, j'ai trouvé que c'était encore plus intéressant d'avoir deux styles et de montrer deux visions du monde, déformées ou pas, et de pouvoir déformer la réalité. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois qu'au fond, c'est peut-être vous qui êtes plus normal que le commun des mortels parce que vous avez conscience du danger de la mort, alors même que peut-être un certain nombre d'entre nous n'y pensons pas au quotidien, alors que c'est quand même l'aboutissement et la fin de tout. Est-ce que vous ne vous dites pas, vous êtes Merci normal? de vous rappeler, et nous Dominique. sommes- Non, mais Vous avez voilà, raison. on a tendance à Vous ne pas avez y penser raison. parce que Oui. justement, c'est une peur terrible. Et peut-être que vous êtes plus consciente que la plupart des gens. Quand j'étais petite, je comprenais pas en fait pourquoi les gens avaient des problèmes hyper futiles. Je me disais, pourquoi on parle pas en permanence du fait qu'on va tous mourir en fait? C'est quand même un truc énorme. Et donc oui, après, moi j'ai rencontré la plupart de mes amis aux Beaux-Arts, donc c'est des gens en général qui sont aussi torturés que moi et qui ont aussi conscience de ça. Mais si, moi il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie sans avoir conscience. Et alors, Lucie Morel, il faut rappeler qu'il y a à peu près 2 à 3% de la population qui vit avec des TOC. Diagnostiqués. Diagnostiqués, bien sûr, diagnostiqués. Et le diagnostic est très long. Vous, ça a pris des années avant que ce soit diagnostiqué. Oui, oui. Comment on fait pour vivre avec des... On peut vivre avec, donc, c'est-à-dire qu'il y a un traitement, il y a une thérapie de façon permanente, c'est possible, et qui accompagne justement sur le chemin de l'existence sans que ce soit trop handicapant? Il y a divers degrés donc, de TOC. Tout le monde a déjà des manies. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent plus vivre du tout. C'est 1 million de personnes diagnostiquées, je crois, en France. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, depuis que j'ai écrit le livre, il y a plein de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Et des personnes qui ont des cas vraiment graves, qui n'ont plus de vie sociale ou amoureuse ou plus de travail à cause de ça. J'ai écrit le livre pour dire qu'avant tout, il faut en parler. Parce qu'en fait, ça enferme tellement qu'on peut se retrouver vraiment, vraiment complètement déconnecté de la réalité. Un peu comme ce que je montre avec les grosses têtes, là. Oui. Et en fait, oui, il y a un traitement, donc c'est thérapie comportementale et cognitive, en général couplé avec des antidépresseurs. Parce que sans antidépresseurs, quand c'est pas trop sévère, ça peut marcher. Mais voilà, donc moi, c'est mon cas, je suis encore une thérapie, je prends des antidépresseurs et c'est pas grave et tout va bien. C'est pas grave, tout va bien, et c'est surtout votre album qui est superbe et qui, encore une fois, est très éclairant. Et c'est vrai que voilà, on peut aussi justement se retrouver, s'identifier parfois et s'interroger, y compris sur le sens de la vie. D'ailleurs, merci beaucoup Lucie Morel. Il faut absolument lire Toc Toc aux éditions Même Pas Mal. Exact. Et ben voilà. Ouais. Merci Lucie Morel. Un dessin de notre ami Pascal Gros. Oui, beaucoup de gens souffrent de TOC. Macron aussi souffre de TOC. Il faut que je nomme un nouveau Premier ministre. C'est vrai que ça fait longtemps, vous avez raison. Merci Pascal. Nous allons maintenant accueillir Alix Van P pour son histoire de la semaine. Bonsoir et bienvenue Alix. Alors, ce soir, votre histoire, Alix, c'est celle d'un chanteur américain qui est devenu assez infréquentable, voire indésirable. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui a changé de nom et de personnalité. Aujourd'hui, il s'appelle Ye, mais vous le connaissez certainement sous le nom de Kanye West. En 2012, ce rappeur américain réalisait une performance légendaire à Paris. Sur la scène de Bercy, il interprète avec son acolyte Jay-Z son tube Niggas in Paris, non pas une fois ni deux fois, mais 11 fois d'affilée pour la performance. C'est pas presque, oui, la foule chauffée à blanc chante le même morceau en boucle. C'est vous dire le niveau de dévotion pour cet artiste il y a près de 15 ans. Mais depuis, les temps ont changé. Cette semaine, Ye a reporté son concert qui était prévu au stade Vélodrome de Marseille dans le cadre de sa tournée mondiale.
même déconvenu au Royaume-Uni où il ne jouera finalement pas, étant interdit de séjour. Parce que pour une partie de l'industrie de la musique, eh bien, l'ancienne star du rap est devenue un paria. Et pour le comprendre, il faut rembobiner. Kanye West, qui a grandi à Chicago dans une famille éduquée, a toujours cru en son propre génie. En maternelle déjà, sa maîtresse disait à sa mère « Il n'a absolument aucun problème de confiance en lui, n'est-ce pas ?» Oui, n'est-ce pas? On pourrait disserter pendant des heures sur l'immense succès et le talent de Kanye West dans les années 2000 à 2010. Il a créé son propre son, il a utilisé l'autotune comme personne, il a créé des ponts entre les genres musicaux, à tel point que des critiques et des producteurs s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il a influencé la musique au même titre que les Beatles. Sauf que la vie de Ye est faite de moments de bascule et elle est soumise à l'effet cliquet. Parfois, on avance dans une direction et puis on ne peut plus revenir en arrière. Première bascule, au début des années 2000, après un accident de voiture, Kanye West se réfugie dans la foi chrétienne. Alors, jusque-là, pas de problème, surtout dans un pays où les rappeurs invoquent régulièrement Dieu entre deux punchlines sur les femmes et le sexe et l'alcool. Mais sa dévotion se transforme en obsession. Louer le Seigneur ne lui suffit plus du tout. En 2013, il se prend déjà pour le Messie dans le morceau « I am a God » qu'il réalise, dit-il, en communion avec Dieu. Le temps passe et la confiance du petit Kanye d'école maternelle commence à ressembler quand même à de la mégalomanie. C'est d'ailleurs confirmé par les médecins en 2016. Le rappeur est diagnostiqué bipolaire. Il en parle frontalement d'ailleurs sur la pochette de l'un de ses albums avec cette inscription évocatrice « Je déteste être bipolaire ». C'est génial. Génial, pas sûr. À partir de 2022, Ye franchit la ligne. Il tient des discours sexistes, racistes, antisémites. Il vend des vêtements floqués d'une croix gammée. Catastrophe le 8 mai dernier, à l'occasion des 80 ans de la défaite de l'Allemagne nazie. Il sort ce morceau lugubre à la gloire d'Hitler avant de s'excuser platement des mois plus tard. « J'ai perdu le contact avec la réalité », écrit-il dans une longue lettre en invoquant sa maladie. Sauf que c'est trop tard. Une bonne partie de ses fans se sentent trahis, comme si un doudou d'enfance qu'ils avaient serré contre eux pendant des années était finalement pourri de l'intérieur. L'histoire de Ye est désespérante, mais elle est aussi fascinante, je trouve, dans les réactions qu'elle déclenche. Face à cet homme paradoxal, imprévisible, dangereux dans ses propos, chacun tranche à sa façon. Il y a ces fans nostalgiques, dans le déni total de son évolution. Il y a ceux qui le regardent comme un provocateur de l'extrême qui est dopé au scandale, et ceux qui plaignent le malade qu'il est devenu, victime de ses phases maniaques. Reste que l'histoire dramatique de Ye ressemble à un film de Xavier Giannoli. Ce réalisateur français raconte si bien les histoires de déchéance. Merci Alix. Et je crois qu'il y a une proposition de reconversion de la part de notre ami Pascal Gros. Oui, Kanye West, polémique, et la mauvaise nouvelle, c'est que vos concerts sont annulés, mais la bonne, vous allez pouvoir publier chez Grasset. Merci. Merci Pascal. C'est l'heure maintenant de retrouver les judicieuses théories de l'ingénieuse Aurore Vincenti. Soucieuse de notre alimentation, Aurore Vincenti nous rappelle qu'en théorie, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Enfin, ça, c'est en théorie. En théorie, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On vit plus longtemps et en meilleure santé quand on s'envoie religieusement tartines, jus d'orange et céréales. Honte à celles et ceux qui ne se résolvent pas à se mettre à table. On leur prédit le pire, le manque d'énergie, la maladie et un lot de culpabilité. Eh ouais, t'es malade, t'es fatigué. Bah, t'avais qu'à manger ton petit déjeuner. Mais ça, c'est en théorie. Car en pratique, il n'y a pas d'études sérieuses qui prouvent que le petit déjeuner est véritablement le repas le plus important de la journée. Et quand je dis pas d'études sérieuses, ça signifie qu'il y a tout de même une palanquée d'articles scientifiques sur le sujet qui, en majorité, défendent la théorie du repas le plus important. Le hic est que ces études sont presque toutes financées par des grands groupes agroalimentaires qui ont des céréales à vendre. Alors attention, il n'est pas non plus question de diaboliser le petit déjeuner. Le consensus est que nous devrions manger quand notre corps nous envoie des signaux de faim. C'est donc un repas fort important pour les personnes qui ont la dalle au réveil. De mon côté, c'est juré, je n'ai jamais craché sur un croissant. Mais cette histoire commence plutôt avec un bol de cornflakes. Au début du siècle dernier, une diététicienne, Lena Cooper, publie un article qui vante le caractère fondamental du petit-déj dans le magazine Good Health. Nous sommes alors en pleine révolution industrielle. Dans une logique de progrès, le rythme des repas s'accélère et l'instauration d'une collation ritualisée avant d'aller au boulot se développe doucement. Lena Cooper surfe sur cette vague, soutenue par le fameux John Harvey Kellogg. Vous avez bien entendu, l'inventeur des cornflakes, car c'est lui qui est le rédacteur en chef du journal Good Health, et il sent bien qu'il a un coup à jouer.
Chapeau l'artiste, car 100 ans plus tard, ce qui ne nous rajeunit pas, on continue de croire que si on loupe le petit-déj, on va surtout passer à côté de sa santé. En réalité, on passe juste à côté de la publicité déguisée. Eh ben merci encore, Aurore Vincenti. Alors juste un dernier mot pour revenir sur la séquence de la semaine dernière avec notre ami David Castel-Lopez qui nous présentait les dernières tendances, souvent absurdes, faut bien le dire, en matière de cigarettes électroniques. Il va de soi qu'il ne s'agissait en aucun cas d'encourager au vapotage. Je rappelle que la publicité pour un tel produit est interdite et que le vapotage présente des risques notamment respiratoires et cancérogènes. Voilà, c'est dit. Merci les amis. Un dernier dessin, notre ami Pascal Gros pour la route. Oui, sur la trêve qui a lieu en ce moment au Moyen-Orient, c'est juste le temps de trouver des places pour Céline Dion. Merci Pascal. Et vous avez un petit bonus à nous annoncer. Oui, c'est sur le compte Instagram de 28 minutes. On a fait des animations d'actualité avec la dessinatrice Camille Bess et ça commence sur le compte Instagram de 28 minutes ce soir, je crois. Eh ben oui, on va s'y ruer juste après la fin de cette émission. Merci Pascal Gros, merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte. Oui, c'est ça. Pour 28 minutes samedi. Et son club international, comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil. Avec un clin d'œil à la théorie d'Aurore Vincenti. Il y a un instant, d'accord, c'est important, le petit-déj, c'est même capital, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est quand même de pouvoir déjeuner en paix. Stéphane Michel. Tchuss. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café.